Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. On se la joue Indiana Jones au cœur du 8e arrondissement et on part à la découverte des secrets de la chapelle expiatoire. Le chef David Toutain nous ouvre ses fourneaux et sa cuisine. On vous assure que ça vaut le coup d'en faire tout un plat. Mais pas Lucky Luke qui veut. Pour se donner un style cowboy des temps modernes, rendez-vous dans Repérage. Violon, guitare et autres instruments à cordes passent et repassent dans les mains du luthier, un savoir-faire centenaire. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de Vue. C'est au cœur du 93 qu'une belle fleur a poussé. C'est la boutique des jumeaux fleuristes. Dans la famille Asseline, je voudrais Mathilde et Germain, les fameux jumeaux, mais aussi l'aîné Émilien. Ça fait un peu plus que deux, mais ce n'est pas grave. Ici, leur passion pour l'art floral s'étend du sol au plafond. Dans une ambiance champêtre, on vient flâner ou s'offrir un bouquet. Nombreux sont les pays et les régions qui se revendiquent sa paternité. Tantôt réservé aux marins, tantôt aux basques, le béret a désormais conquis la tête des fashionistas. Démocratisé dans les années 30 par les grands couturiers, il arrivera jusqu'aux têtes de Greta Garbo ou encore de Brigitte Bardot. Comme quoi le béret en a sous le pompon. Le chef Christophe Adam n'en est pas à son coup d'essai. Dans sa série de livres de recettes autour des produits qui mettent l'eau à la bouche, il y a la vanille, citron, chocolat, mais surtout tomates. 40 recettes autour de ce fruit délicieux et pas si défendu que ça, afin de le mettre à toutes les sauces. De quoi faire rougir de plaisir vos convives. Arty jusque dans le jardin ou sur le balcon, la créatrice de céramique Laurette Broll apporte la touche artisanale à nos jardinières. Parce qu'il paraît qu'il faut parler aux fleurs pour qu'elles poussent bien, nous, on a aussi entendu dire qu'il fallait les arroser avec style. L'arrosoir Diabolo se la joue TR pour le plus grand plaisir des végétaux. Ossuaire caché, statue peu conventionnelle, notre guide d'exception nous emmène à la découverte de la chapelle expiatoire. Et si aujourd'hui, on vous emmenait percer les secrets de la chapelle expiatoire à Paris? Le monument pourtant pas très discret reste un mystère pour bon nombre de Parisiens. Aujourd'hui, elle ouvre ses portes juste pour nous et on a un acolyte de choc pour nous faire un bond dans le passé. Bonjour, je m'appelle Aymeric Péniguet de Stoutz et je suis administrateur de la chapelle expiatoire. Enchanté Aymeric, première question, où est-ce qu'on est? La chapelle est construite sur un ancien cimetière, le cimetière de la Madeleine, qui était le cimetière paroissial le plus proche de la guillotine sous la Révolution. On est donc sur un cimetière, ça fait froid dans le dos. Et parmi les guillotinés les plus célèbres, Louis XVI et Marie-Antoinette, ils étaient là aussi, avant d'être transférés bien plus tard à la basilique Saint-Denis. Quand le frère de Louis XVI revient au pouvoir, il demande à l'architecte Fontaine d'édifier une chapelle ici, en souvenir de son frère. Et oui, à l'époque, on savait faire les choses en grand. La nef de cette chapelle haute contient 3 chefs-d'œuvre de la sculpture, l'apothéose de Louis XVI par Bosio, Marie-Antoinette soutenue par la religion par Cortot, et au revers de l'entrée, un bas-relief de Gérard. C'est malheureusement une œuvre que peu de visiteurs regardent parce qu'elle se trouve dans leur dos. Ah, vous non plus, vous ne l'aviez pas vue? Heureusement qu'Aymeric est là et qu'on veut bien vous la montrer. Une autre que vous ne pouvez pas louper. L'apothéose de Louis XVI par Bosio est une sculpture tout à fait remarquable. Elle est taillée dans un seul bloc de marbre. C'est une prouesse tout à fait exceptionnelle. Et c'est un chef-d'œuvre de la sculpture romantique. Alors pourquoi romantique? Il est tout à fait inhabituel de représenter un souverain dans la difficulté. Dis donc, c'était osé. Maintenant, direction un endroit beaucoup plus mystérieux. Aymeric nous emmène dans la crypte pour nous montrer l'autel de marbre. C'est ici que se trouvait la sépulture de Louis XVI. Cette ambiance confidentielle, ça donne envie à Aymeric de nous partager un petit secret. Quand la chapelle a été construite, le roi a ordonné que tous les ossements du cimetière restent sur le lieu. Mais beaucoup d'historiens se sont accordés à dire qu'ils avaient été déplacés dans les catacombes de la ville. Cependant, notre guide du jour n'est pas du même avis. En regardant attentivement les plans et le lieu, on s'aperçoit que nous avons ici un pilier porteur, ici un pilier porteur, mais que ce mur
n'a aucune raison d'être, ça n'est pas un mur porteur. Il y a 4 autres de ces murs autour de nous. Fontaine avait évoqué 4 ossuaires. Les 4 ossuaires du cimetière de la Madeleine sont donc derrière ces murs. Une intrigue digne d'un polar. Avec l'aide du docteur Charlier, ils ont introduit des caméras endoscopiques derrière ces murs et voici ce qu'ils ont découvert. Que voit-on? De grandes caisses de bois très vraisemblablement tendues de cuir et à l'intérieur de ces caisses, ces quantités prodigieuses d'ossements que Fontaine avait retrouvées en édifiant la chapelle expiatoire. Cette image d'ossements quasi inédite prouve bien qu'il y a encore beaucoup de mystères à percer dans cette chapelle. Pour finir la visite, Émeric nous emmène en hauteur. Attention, vous mettez les pieds, on n'a pas trop le droit d'être ici. Nous sommes au chevet de la chapelle expiatoire et lorsqu'elle est édifiée au début du XIXe siècle, les immeubles qui l'entourent ont 1 ou 2 étages. Elle est donc le monument le plus élevé du quartier. Et avec cette vue, on peut mieux comprendre le projet de l'architecte. L'idée était de montrer que nous sommes dans un ancien cimetière. Donc les cénotaphes, ces faux tombeaux, bordent les limites de l'ancien cimetière. Ils s'inspirent aussi manifestement, et ce n'est pas un hasard, de la première basilique du Saint-Sépulcre, où était le tombeau du Christ. C'est-à-dire qu'on hisse le tombeau de Louis XVI à l'image du tombeau du Christ. Avec la mémoire de ces personnages si controversés, la chapelle a été menacée de destruction 22 fois. Mais elle semble bien décidée à tenir debout pour encore nous révéler d'autres secrets. Deux étoiles brillent dans les yeux du chef David Toutain quand il nous parle de ses produits et de la cuisine. Il nous raconte son histoire. Asperges, céleri ou encore panais, grâce à son amour pour les légumes, le chef David Toutain nous fait oublier les mauvais souvenirs de cantine. Avec sa brigade et ses 2 étoiles, le chef se met au service des produits. Chaque assiette est une invitation à une promenade champêtre. Chaque matin, le chef David Toutain reçoit à son restaurant de quoi concocter ses petits plats de la journée. Et vous allez voir, son petit marché, il le fait dans la France entière. On travaille avec 2 botanistes, un qui est plutôt sur l'Alsace et une personne qui va être sur la Normandie. On travaille en direct sur tout ce qui est poisson, on va être sur la Bretagne et l'huile de Noirmoutier. Après, toute la partie légumes sauvages, on a un gros panel, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la Bretagne, la Normandie, le Sud. Il y a une belle mixité, voire aussi le Pays Basque. Avant d'être son propre chef, David a travaillé pour Marc Vera ou encore Alain Passard. Des étoilés à la main verte qui lui ont transmis cette passion du produit. Mais en y regardant de plus près, il avait déjà tout ça dans les gènes. J'ai toujours baigné à la campagne et c'est vrai que sans faire exprès, du jour au lendemain, ça m'a... Dans la chose dans laquelle j'ai baigné m'est revenu en fin de compte. Ça m'est revenu parce que j'ai été bercé par mes grands-parents, par la ferme, par les produits donc fermiers. Et c'est quelque chose qui a toujours été ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi. Je ne me suis pas forcé à aimer les beaux produits, c'est les beaux produits qui sont venus à moi. Et pourtant, cuisiner n'a pas toujours été une évidence pour le chef. Sorti de la 3e, j'ai suivi un copain à l'école hôtelière. En fait, c'est comme ça que à la base, je suis arrivé dans le monde de la cuisine, c'est en suivant cet ami, qui lui, malheureusement, a redoublé sa 3e, donc je me suis retrouvé tout seul à l'école hôtelière. Et après, il y a eu un gros déclic, je suis parti faire un stage au manoir du Lys. On est en Normandie, on a Bagnoles de l'Orne, et dans la famille Quinton, et c'est vrai que j'ai eu un gros déclic à ce moment-là. Nos papilles peuvent donc remercier ce copain d'école. En 2013, David Toutain ouvre son restaurant dans le 7e arrondissement de Paris et il décroche la première étoile en 2015. 4 ans plus tard, une 2e s'aligne. Ces récompenses, il les doit à sa rigueur. L'heure du service va bientôt sonner, le chef et sa brigade contrôlent tout de A à Z. Donc là, on est en train de goûter tout ce qui est purée, mousseline et sauce. Il goûte et après, je rectifie quand il y a besoin à la dernière minute. Et en fin de compte, on fait la même chose pour tous les postes, ce qui permet, pendant le service, de pouvoir se concentrer sur le service. Donc, tout est contrôlé à l'avance. Après, on va tout mettre à température. C'est qu'en gros, la purée, pour le premier client et le dernier client, ça sera toujours la même. Et si la brigade connaît par cœur la cuisine, le chef sommelier aussi.
Je pense que la cuisine du chef, déjà, est très portée sur les matières végétales. C'est un amoureux de la nature, un amoureux des produits de saison. Et on va avoir justement cette cohérence à pouvoir proposer ce type de cuisine, une cuisine saline et végétale à la fois. C'est quelqu'un qui donne beaucoup pour le client, avant tout, et également pour ses équipes. Aujourd'hui, je pense que dans le monde de la gastronomie, peut-être que certains chefs ont tendance à l'oublier, mais c'est important d'avoir une entente vraiment cohérente avec ses collaborateurs comme avec ses clients. Voilà, on fait plaisir vraiment à tout le monde et c'est ça qu'on veut transmettre. Et attention, ici le client ne choisit pas ses plats. Il n'y a pas de carte, l'assiette se remplit selon les produits de saison. Il suffit juste de faire confiance au chef. Vous avez différentes formules, ce qui va être en adéquation avec le nombre de plats. Et après, c'est parti. Vous essayez et on cuisine pour vous. Donc nous, après, on est très sincère et très franc dans notre démarche. On va être sur les produits, on va être sur la saisonnalité. Et après, on va retransmettre ça avec les cuissons, les assaisonnements. Et on va créer une histoire entre le produit, le végétal et les associés. Il faut avoir la papille aventurière pour apprécier les plats qui sortent des fourneaux de David Toutain. Mais rassurez-vous, vous ne prendrez pas beaucoup de risques. Bonjour David. Bonjour Katharina. David, vous avez récemment obtenu une 2e étoile au guide Michelin. C'est une grande fierté. Ah, complètement. Comment vous l'avez appris? Sur scène. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes conviés à cette journée organisée par le guide Michelin. On nous envoie des cartons d'invitation. Et on y va. C'est parti, on y va, on voit tous les confrères. C'est vrai qu'il y a une belle osmose, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un moment, votre nom sort, quoi. Ouais. Donc c'est marrant parce qu'en vacances, je me suis toujours dit, j'avais toujours préparé ça en fond de ta tête, on se prépare, à recevoir. on s'imagine, on va préparer un discours. Non, dans sa tête, toujours pareil, quoi. Il n'y a rien de fait, donc on est au courant de rien, mais on se prépare et lorsque ça arrive, on perd tous ses moyens en fin de compte. Vous êtes passé par beaucoup de grandes maisons avec des chefs très renommés comme Alain Passard, comme Pierre Gagnère ou encore Marc Verrat. Qu'est-ce qui vous reste de leur enseignement? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Au-delà de la cuisine, ils m'ont transmis leur âme. Vous avez cité 3 chefs qui sont vraiment des artistes. Au-delà du cuisinier, ils ont chacun leur monde. Et pour moi, ça a toujours été important de travailler des chefs qui ont vraiment une identité culinaire. Enfin, une vision créative aussi. Complètement. Ils ont des mondes qui sont plus ou moins quand même sur le végétal. C'est ce qui m'anime un petit peu maintenant. Mais pour moi, c'est au-delà de la cuisine. C'est pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, comment tu penses à ce plat-là. Et il y a une grosse réflexion derrière chaque plat. Vous avez voyagé aussi, David, pendant une assez importante période de votre vie, en Espagne, aux États-Unis. Mais on a compris que ça forgeait peut-être plus votre personnalité que votre cuisine. Complètement. Et en quel sens ça forgeait votre personnalité? J'adore la culture des autres pays. Moi, ça m'aide à grandir, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui va me nourrir tous les jours. Même moi en cuisine, ça me nourrit tous les jours. Après, effectivement, j'ai pu travailler dans ces pays-là, tels que les États-Unis, où est-ce que ça va être un management qui va être différent, ça va être une organisation qui va être différente, en cuisine, à l'extérieur de la cuisine. Et la mentalité est complètement différente. Et c'est vrai que moi, je suis revenu un petit peu avec ces idées, en fin de compte. Ces idées, mais qui sont naturelles maintenant pour moi. C'est une façon de travailler qui m'est propre maintenant. Et c'est chouette, quoi. Comment se passe concrètement l'élaboration d'un nouveau plat? J'ai pas une façon de faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de façons de faire. La première, c'est vrai que c'est moi qui vais lancer les idées. Je vais tout écrire sur feuille. J'ai une grosse réflexion. Et après, je vais en parler aux équipes. Ils vont se mettre au travail pour lancer ça. Après, effectivement, ça peut être par un produit. On a reçu de l'ail nouveau ce matin. Là, je suis déjà en pleine réflexion. Ça va me demander toute la journée. Et demain, je vais arriver avec des idées. Et je vais demander aux équipes de lancer les mises en place. Eux vont lancer les mises en place. Et après, on va juste se retrouver. Et on va goûter ensemble. Et on va définir du plat ensemble. Selon la faisabilité de chacun, selon les bases de travail, également pouvoir l'envoyer, pas faire quelque chose. Et quelque chose qui soit aussi cohérent avec notre cuisine, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé réellement entre la première et la 2e étoile dans votre cuisine?
ce que j'ai l'impression, depuis en 3 ou 4 ans, c'est que je me suis recentré dans ma cuisine. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais peut-être tendance à être un peu foufou, à vouloir faire plein de choses, à être dans la démonstration. Et il y a beaucoup de choses que j'ai effacées en fin de compte pour me recentrer sur l'essentiel. ouais, exactement, sur l'importance des cuissons, des assaisonnements, du goût. Et puis c'est aussi grâce à mes équipes. Vous savez, quand vous avez des personnes qui vous accompagnent depuis quelques années, bah, la communication va être mieux et la compréhension va être beaucoup plus fluide en fin de compte. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Mais moi, je me suis vraiment recentré, quoi. On est toujours dans le même nombre de plats, dans le côté découvert, dégustation, mais on va... J'ai tendance à dire, on finit les assiettes maintenant. On va vraiment finir les assiettes. Ce qu'on faisait peut-être pas forcément avant. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Le Far West n'est jamais bien loin de la capitale. Santiago, viande grillée aux saveurs texanes. Tenez ferme vos lassos, c'est repérage cowboy. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale à dos de vachette avec notre lasso pour une petite virée au Texas. Mais avant de se la jouer cow-boy, il faudrait peut-être en avoir l'allure. Depuis 1976, cette boutique abrite Santiago et Perfecto, un temple du western qui a attiré pas mal d'invités. Le plus connu de tous, le plus gentil, le plus adorable, Johnny, évidemment. Assis même là où je suis d'ailleurs, Dick Rivers, sympathique, pas de problème, sympathique. On n'a pas eu Eddie Mitchell d'ailleurs, si jamais il invente ça, il est toujours bienvenu, Eddie. Bah oui, Eddie, enfin, il faut revenir. Ici, toutes les bottes viennent d'Espagne, des États-Unis, mais surtout du Mexique. Et attention, cuir garanti, n'est-ce pas, Daniel? Cuir. Alors, il y a cuir de vachette, en général, c'est ça. Or, c'est pas la vachette de Normandie, c'est des vachettes qui sont en Amérique du Sud, mais il y a aussi tout ce qui est autorisé, des serpents, des lézards aussi, beaucoup en lézards. Alors, les tortues, c'est fini depuis longtemps, interdit. Éléphant, c'est fini, interdit. Et c'est très bien comme ça. Bien envoyé, Daniel. Bon, par contre, il y a une question qui nous démange depuis qu'on est arrivé. Pourquoi le talon de la Santiago est biseauté? Les premiers qui mettaient ces bottes-là, c'était des vachers, des cow-boys. Vous avez dû tous voir lorsqu'ils mettent le lasso autour de la bête pour lui attacher les pattes, ensuite pour le marquer et tout, ils se calent par terre. Et pour se caler par terre, il était plus facile d'avoir un talon biseauté. Bon, maintenant qu'on sait tout sur les Santiago, on peut faire un peu de country. Ici, pas de cow-boys, mais les danseurs de l'association des Amis du Far West. La country, ça vient du 19e siècle, quand les Européens sont venus conquérir l'Ouest américain. Ils ont embarqué dans leurs valises leurs traditions et leurs instruments de musique. Mais sur place, il y avait déjà les Mexicains ou encore les Amérindiens. Et ce mélange de cultures, ça a créé la musique country. Et la country peut être très très moderne. D'ailleurs, Taylor Swift a fait ses premiers tubes avec de la country. Et sur ce genre de musique, on danse en ligne. Si on associe cette musique aux cow-boys, c'est parce que quand ils ne dégainaient pas plus vite que leur ombre, ils dansaient beaucoup. Et pour pas mal d'entre eux, ils avaient une vie de nomades et chevauchaient de ranch en ranch. Dans ce cas, impossible de faire des danses en couple, alors ils se réunissaient pour danser en groupe et c'est comme ça que la danse en ligne est née. Pour notre dernière étape, on ne vous emmène pas dans un saloon, mais dans un restaurant de barbecue texan. En même temps, avec cette odeur de viande fumée, difficile de passer à côté. On travaillait un petit peu à New York pendant 1 an et demi et en se baladant dans le quartier du East Village, on est tombé devant un restaurant avec l'odeur de feu de bois, de viande qui sortait dans la rue, les gens qui faisaient la queue. Et on s'est dit, on va commencer la queue, on va regarder ce que ça donne. Et on arrive devant un comptoir avec un gars qui sort des grosses pièces de son smoker avec une odeur incroyable et qui se met à découper ça devant nous. Et c'est un peu une révélation pour les 3 fondateurs. Ils partent un mois au Texas découvrir la culture du Far West et ramènent dans leur valise à Paris tout le concept du barbecue texan. On va faire fumer toutes nos viandes entre 4 et 15 heures. C'est vraiment des cuissons lentes à basse température. On est aux alentours de 100 degrés. Au bois de chêne.
vous avez un gros smoker avec une chambre à bois derrière et la chambre à viande devant. Donc à aucun moment les flammes ou le feu est en contact direct avec les viandes. Donc c'est vraiment à chaleur indirecte. C'est la fumée qui va venir les envelopper tout doucement et les cuire à basse température. La personne en charge de la viande est un pitmaster, comprenez le maître du four. Mais vous allez voir, l'origine du barbecue texan n'est pas totalement texane. C'était les bouchers allemands immigrés aux États-Unis qui faisaient ça une fois par semaine. La fin de semaine, les pièces un peu moins nobles qui n'étaient pas vendues, ils les cuisinaient de cette manière et les vendaient dans leur boucherie, qui sont petit à petit devenus des restaurants de barbecue texans. Après cette journée dans la peau d'un cow-boy, vous pourriez presque devenir le shérif de la ville. Celui qui fait chanter le bois, c'est Adrien Collet, artisan luthier, un rituel créatif et hypnotique qui fait vibrer. La lutherie, ça vient du mot luth, et le luth est un instrument à cordes pincées. Ça ne vous parle pas? C'est un ancêtre du violon ou un vieux voisin de la guitare. Et avec le temps, les luthiers sont devenus ceux qui fabriquent des instruments. Pas seulement ceux à cordes, toutes sortes d'instruments. La lutherie existe depuis le XVIe siècle et depuis, même si les instruments ont bien changé, le métier, lui, n'a pas pris une ride. C'est toujours une affaire d'artisanat, de vue, de toucher, d'ouïe et d'odorat. On vous propose de le découvrir avec Adrien Collet. Vous allez voir, il vit et respire pour la lutherie. Avant de les fabriquer, le luthier a passé pas mal de temps à gratter des guitares. Cette aventure, elle a commencé à 13 ans quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la guitare et moins à faire mes devoirs. J'étais attiré aussi par tout ce qui est la construction. Et aussi, j'avais envie de fabriquer les instruments que j'ai toujours rêvé à avoir. Sa guitare de gosse, par exemple, elle ressemble à ça. Et il fait tout de A à Z, du dessin jusqu'à la première note de musique, c'est lui. Mais n'allez pas croire qu'Adrien fait des guitares pour n'importe qui. Non, il faut que le musicien en vale la peine. Je pourrais pas fabriquer un instrument pour une personne où il n'y ait pas de lien et de feeling avec, parce que j'y passe toute mon énergie et beaucoup de moi dans la fabrication. Donc il faut que ce soit pour une personne que j'estime et qui a un vrai contact et un vrai lien. Et vu toute son implication, on peut comprendre. D'ailleurs, c'est l'heure de la pratique. Vous avez vos outils? Bah oui, sans outils, pas de lutherie. Et Adrien en a toute une panoplie qui ont pas mal d'années de plus que lui. Ce rabot, par exemple, il date de 1945. Avec ce vieux complice, Adrien aplanit les bois de l'instrument comme ce futur manche. Silence, s'il vous plaît, il faut que le luthier écoute. Tu vois, là, ça fait un bruit. Ça doit faire un bruit spécial. Là, je suis bien affûté. Du coup, ça sonne, ça chante sur le bois. Ça fait... Donc, au bruit, j'arrive à reconnaître si je suis dans le bon sens, si la lame est bien affûtée. Ça doit faire un certain son. Et quand on vous disait que la lutherie utilisait tous les sens, on n'exagérait pas. Après avoir tendu l'oreille, Adrien se sert aussi de son nez. Là, c'est un morceau en cédro qui a une odeur très particulière. À force d'avoir raboté des bois et de les avoir travaillés, pendant des heures à les raboter, maintenant j'arrive à les reconnaître à l'odeur. Je pourrais fermer les yeux et je reconnaîtrais du cédro, du noyer qui a une odeur particulière, l'ébène, le palissandre. Et ce bois ne vient pas de n'importe où. 1 à 2 fois par an, Adrien s'en va conquérir les forêts alpines pour trouver ce qu'il y a de mieux. C'est des épicéas qui poussent à une certaine altitude, qui poussent avec un certain sol particulier, qui sont coupés 8 jours après la pleine lune, en hiver. Et sans même que l'instrument ne soit commencé, Adrien reconnaît déjà les bonnes sonorités. C'est magnifique, un bois qui est très sec, c'est des bois qui sont secs de 10-20 ans. Ça résonne, c'est magnifique. Et après avoir vu, entendu ou encore senti, qu'est-ce qu'il reste à faire d'après vous? Toucher, bien sûr. À la base, c'est une planche comme ça, que là j'ai déjà raboté, j'ai aminci, j'ai mis à la bonne épaisseur. Et maintenant, il faut la cintrer, c'est-à-dire à la chaleur, lui donner la courbe et dessiner petit à petit la forme de la guitare. C'est une étape très importante, très délicate, parce que si on chauffe trop, ça brûle. Si on ne chauffe pas assez, ça craque. Et on sent à un moment que le bois devient plus flexible. Et on peut le manipuler et inscrire une forme. Et petit à petit, on dessine la guitare dans une pièce de bois qui était comme ça.
Une étape qui peut durer plusieurs heures. Heureusement, Adrien ne s'est pas brûlé. Alors avant de le quitter, ouvrez bien vos oreilles et appréciez ce petit concert improvisé. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!